dystrophie de Duchenne, une hypertrophie des mollets, avec une amyotrophie plus du deltoïde au niveau de la ceinture scapulaire. Pour les atteintes distales, qui prédominent en distal, c'est inhabituel, on les voit plus dans les atteintes neuropathiques qui peuvent orienter à tort vers ces atteintes. Donc, pour faire la différence, on peut rechercher la conservation du muscle pédieux. On peut avoir une amyotrophie qui est plus au niveau des jambiers antérieurs ou des jumeaux, qui contraste avec une conservation du muscle pédieux. Alors que dans les neuropathies, on a une atteinte du muscle pédieux aussi, une amyotrophie aussi du muscle pédieux. Donc, et l'atteinte ou l'amyotrophie peut être sélective sur quelques groupes musculaires. Par exemple, une atteinte amyotrophie de la loge postérieure, ici, dans la myopathie de Miyoshi. Pour l'atteinte faciale, on a principalement deux patterns qui peuvent être typiques ou pathognomoniques de deux pathologies. On a la myopathie facio-scapulo-humérale, que le diagnostic peut être clinique et on peut passer directement pour faire la génétique. Donc, on a une atteinte des orbiculaires des lèvres et des yeux. On peut avoir une asymétrie faciale. L'atteinte, elle est surtout asymétrique, difficulté à gonfler et à souffler, et un décollement surtout de l'omoplate avec conservation du deltoïde, comme on voit ici. Conservation du deltoïde et amyotrophie humérale. Donc, c'est un aspect particulier et spécifique pour la myopathie facio-scapulo-humérale. Un autre pattern qui peut être typique d'une dystrophie myotonique de Steiner, on a une atrophie des muscles massétaires et temporaux, donnant un aspect longiligne du visage et un ptosis. Et pour compléter la triade, on peut avoir une myotonie, le défaut de relâchement, et un cataracte. Donc cette triade, elle est caractéristique de la dystrophie myotonique de Steinert et on peut demander la génétique juste sur l'aspect. Pour l'atteinte oculomotrice, on peut avoir soit un ptosis, une difficulté à ouvrir les yeux, ou une diplopie, comme on peut avoir une ophtalmoplégie sans diplopie, surtout dans les mitochondriopathies. Donc, l'atteinte oculomotrice, elle est surtout observée dans l'atteinte de la jonction musculaire, notamment myasthénie. Donc, il faut toujours éliminer une myasthénie avant de retenir une atteinte musculaire. Alors, pour les atteintes cardio-respiratoires, il faut la rechercher systématiquement parce qu'il fait la gravité de la maladie peut engager le pronostic vital par une atteinte. On peut avoir des troubles du rythme par une bradycardie ou trouble de conduction ou une cardiopathie dilatée, myocardiopathie dilatée. Il est fréquent surtout dans les dystrophinopathies, la myotonie de Steiner et dans certaines mitochondriopathies. Pour l'atteinte respiratoire, il débute par une hypoventilation nocturne, des troubles du sommeil avec un retentissement le lendemain et peut être précoce et révélatrice dans certaines pathologies comme les glycogénoses. Donc, il faut surtout rechercher ces deux atteintes systématiquement, même si on trouve un bilan qui est négatif au début de l'atteinte, il ne faut pas hésiter à refaire l'exploration. Donc, les autres signes à rechercher sont les déformations osseuses, les atteintes. On peut avoir des scolioses, les scolioses qu'on peut adresser pour réhabilitation et des rétractions tendineuses. Donc, on peut avoir des patients qui arrivent jusqu'aux rétractions tendineuses dans des formes très évoluées. Il faut aussi chercher des signes dermatologiques qui peuvent orienter vers certaines pathologies comme une dermatomyosite qui peut être paranéoplasique. On a l'érythème héliotrope
signe du châle, des lésions timateuses au niveau du dos et des lésions d'écoute au niveau des phalanges, au niveau des phalanges au niveau des phalanges des mains et des signes de la manicure qui peuvent être caractéristiques des dermatomyosites. Donc, on a vu qu'il y a une diversité des signes cliniques qui peuvent orienter vers plusieurs pathologies. Donc, un examen neurologique et clinique général est essentiel pour s'orienter vers une exploration, soit électrophysiologique pour faire un EMG, demander des CPK ou voir une IRM musculaire, ou d'aller vers des tests de performance plus pour l'évaluation de sarcopénie. Merci pour votre attention. Merci, professeur Rouchquette, pour cet aperçu de l'examen neurologique en général et particulier, musculaire en particulier. Donc, je pense qu'on peut réserver 5 minutes de discussion pour des questions-réponses. Bonjour, merci pour la belle présentation sur l'évaluation clinique. J'avais une question. Comment vous faites pour le détecter chez les gens justement qui ne se plaignent pas et du coup sous-diagnostiquer des fois les atrophies musculaires, les difficultés neuromusculaires qui sont souvent sous-diagnostiquées. Donc je prends un exemple, la personne est obèse, elle va aller voir son endocrinologue parce qu'elle est diabétique, mais finalement elle a une sarcopénie et qui n'est pas forcément diagnostiquée parce qu'à ce moment-là elle n'est pas dans le bon service. Donc comment vous faites pour cette évaluation? Est-ce qu'elle est systématique quelle que soit la spécialité ou est-ce qu'en fait c'est des patients qui ne sont pas diagnostiqués au bon moment et donc on les a vraiment à ce moment-là quand l'atteinte est vraiment trop importante? Pour l'examen neurologique, je pense que si on reçoit un malade qui a une suspicion d'une atteinte musculaire, on les examine et tout. Mais je pense que nos collègues aussi font leur examen et s'ils suspectent le moindre signe, ils appellent pour demander. Et on verra après, pour l'atelier de ma collègue, les différents tests qu'on fait pour l'évaluation de la sarcopénie, qu'on fait plus. Mais généralement, dans notre pratique, personnellement, c'est les malades qu'on voit qui sont adressés déjà pour une atteinte neuromusculaire. Mais pas, c'est quand il y a une suspicion qu'on les voit. Mais un stade comme ça, en infraclinique, non. Sauf s'il y a une pathologie une pathologie systémique où on peut avoir une atteinte du nerf ou du muscle, où on peut faire le diagnostic un peu plus précoce. Bon, je laisserai peut-être professeur Birouk. Oui, juste un petit complément. Effectivement, nous recevons des patients qui sont symptomatiques, soit ils sont déjà comme les images d'atteinte un peu caricaturales qui ont été montrées, ou bien des patients qui ont des symptômes minimes, qui peut être une simple fatigabilité, réduction du périmètre de marche. Mais comme nous travaillons sur les maladies génétiques, ça nous arrive très souvent d'examiner les sujets à risque dans la famille de quelqu'un qui est déjà diagnostiqué. Et donc, voilà, on fait un examen musculaire sans aller jusqu'aux explorations si on n'a pas le moindre doute, si l'examen est tout à fait normal. Alors peut-être un petit complément en rhumatologie, parce que nous, le muscle, ça nous concerne, donc nous travaillons avec les neurologues et les neurophysiologistes. Et lorsqu'on parle de rhumatologie, on parle aussi d'un problème de santé publique qui est la chute. Et nous, on reçoit beaucoup de patients qui se compliquent avec des fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Et on a un recrutement important de sujets âgés, supérieurs à 65 ans. Donc, nous avons commencé depuis quelques années à regarder de plus près les signes cliniques. Donc, on ne va pas trop loin dans tout ce qui va être exploré, c'est-à-dire côté de recherche, mais côté clinique. Alors, juste le fait d'examiner le patient, de le voir faire aller-retour et cette hésitation pour se tourner, ça, c'est quelqu'un qui va chuter. Donc, on va peut-être plus loin pour adapter la prise en charge dans le cadre de renforcement musculaire pour qu'il ne chute pas. Alors, l'os nous concerne, mais aussi le muscle, la sarcopénie. Et je vous invite à regarder quelques travaux des rhumatologues, des différentes équipes. Alors, à Rabat, nous avons 3 équipes
l'hôpital militaire d'instruction militaire et l'hôpital AIHI, donc 3 services. Et je crois qu'il y a de la compétition quand même. Alors les 3 ont choisi de parler de la sarcopénie. Donc, j'ai une petite question. Est-ce que vous pensez que l'examen génétique ne pourra pas faire la conclusion au lieu d'épuiser les patients par tout ce qui est post-examen clinique? Je pense que j'ai un peu compris la question. Est-ce qu'on peut aller directement à la génétique sans passer par le reste? Justement par... C'est bien ça. C'est ça. Oui, eh bien non. Parce qu'en fait, les diagnostics génétiques, c'est des diagnostics qui sont très coûteux. Et je me permets de répondre parce que c'est vraiment ma spécialité. Et il faut absolument que le diagnostic génétique soit orienté par une bonne analyse du phénotype. Sinon, c'est comme si vous donnez à quelqu'un une canne à pêche en plein océan pour qu'il pêche un poisson. Ce n'est pas possible. Donc, il faut avoir une bonne analyse du phénotype clinique, savoir ce qu'on cherche pour demander un diagnostic génétique. Une bonne évaluation clinique, en fait, on a parfois certains patterns cliniques qui sont très caractéristiques comme elle a montré, en fait, la myopathie facio-scapulo-humérale ou même une myopathie de Duchenne chez un garçon. On peut aller parfois à partir d'un pattern clinique directement à une analyse génétique. Et dans certaines situations, on a besoin d'aller plus loin. Un minimum de dosage de CPK. On a parfois besoin aussi de faire très souvent un électroneuromyogramme et parfois même, bien sûr, l'imagerie musculaire si elle est bien faite. Et dans certaines situations, on va jusqu'à la biopsie musculaire pour être orienté vers la génétique. Je pense que vous faites allusion à ces analyses larges du génome qui cherchent un peu tout, mais même celles-ci doivent être orientées. Parce que quand on fait une analyse large du génome, l'analyse qu'on va, même si elle est automatisée par l'intelligence artificielle, on doit lui dire, voilà où est-ce qu'il faut chercher. Parce que sinon, c'est des millions et des millions de gènes à analyser. Donc, on ne peut pas échapper à cette stratégie diagnostique bien construite. C'est vrai que maintenant, avec ce type d'analyse génétique, on fait moins la biopsie musculaire. On peut aller à la génétique, mais parfois on a besoin de revenir à la biopsie musculaire. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est juste que je ne veux pas qu'on prenne plus de temps, monopoliser la parole et laisser à d'autres la possibilité de poser des questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour tout le monde. Moi, je voudrais revenir sur la physiologie. Et de nos jours, on voit souvent des publicités qui parlent de l'électromyostimulation. Quelles sont les bases physiologiques de cette électromyostimulation? Quelles sont les vérités? Est-ce que c'est du pur commerce? Et quelles sont les limites? Sinon, est-ce qu'il y a des contre-indications? Merci. Merci beaucoup pour cette question. En fait, les électrostimulations sont utilisées par, je pense que vous faites allusion aux techniques utilisées par les kinésithérapeutes pour la réadaptation. D'accord. Ça doit être réservé à un muscle qui est complètement paralysé parce que le sujet, je ne vais pas dire le patient, le sujet ne va pas pouvoir mobiliser le muscle, contracter le muscle. Donc, on est obligé d'utiliser l'électrostimulation et le but, c'est d'éviter l'installation de l'amyotrophie. Un muscle qui n'est pas sollicité, qui ne se contracte pas, qui ne bouge pas, va s'atrophier. Ça, c'est, je l'ai dit dans la présentation, on a ce phénomène de plasticité qui se fait dans les deux sens. Quand un muscle travaille, quand il est sollicité, il va se développer avec toutes les modifications structurelles qui se passent à son niveau. Quand il n'est pas utilisé, il va s'atrophier. Donc, le but, c'est d'éviter l'apparition de l'atrophie musculaire. Maintenant, pour quelqu'un qui arrive quand même à faire un effort, qui arrive à contracter le muscle, le mieux, c'est de le laisser contracter son muscle volontairement. D'accord? Quand il y a une petite réponse, même petite, il faut faire travailler le muscle pour justement rétablir cette circuiterie permettant la contraction du muscle. En fait,
Peut-être juste un petit complément par rapport à ça. Comme travaillant avec des malades avec des myopathies d'origine génétique, et dans lesquelles, en fait, c'est comme une dégénérescence du muscle, le fait de travailler les muscles avec l'électrostimulation, si c'est pas bien dosé, ça pourrait être délétère. Et il vaut mieux, je pense que je vais peut-être aussi demander votre avis, il vaut mieux en fait faire travailler le patient de façon active en dosant l'effort, en fait de façon consciente et active en dosant l'effort et respecter la fatigue du muscle pour obtenir de meilleurs résultats. Au lieu de faire de l'électrostimulation. Et parfois, on ne sait pas si on ne dépasse pas les capacités du muscle. Et j'aimerais bien si Madame Valentin. Alors oui, en effet, l'électrostimulation, ça fonctionne. Ça fonctionne surtout pour les gens qui ont des fractures, parce que justement, il y a surtout fractures de la hanche. Ils sont limités à faire le poids corporel, donc il faut les stimuler pour pas qu'il y ait d'atrophie. Mais en effet, la plus grande complicité, c'est la dose. À quel moment on dose le volume, à quel moment il est tolérable. Et si la personne ne supporte pas la dose d'électrostimulation, peut-être qu'elle est sous-maximale pour améliorer la santé. Donc il n'y a pas encore d'évidence à savoir comment on juge la capacité d'accepter la douleur de cette contraction involontaire qui est générée par un appareil externe versus le minimum nécessaire pour amener des effets. Et je rejoins les derniers propos qui est que se mettre sur son poids corporel et créer une contraction dite volontaire par soi-même va être plus efficace et surtout va amener une transférabilité dans la vie de tous les jours beaucoup plus grande. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut penser. L'électrostimulation, on peut gagner du poids, mais du muscle, ou en tout cas ne pas en perdre surtout. Mais sa transférabilité dans la mobilité, dans le maintien à domicile et le maintien de l'autonomie n'est pas si évidente que ça, puisqu'elle n'est pas volontaire et elle n'a pas été créée par le patient lui-même. Bonjour, je reviens à la physiologie. Et si possible, de nous faire un bref résumé sur l'hyperexcitabilité des fibres musculaires involontaires lors des crampes musculaires. Tout à l'heure, professeur Guig, elle a parlé de fondamentaux que les étudiants ont tendance des fois à négliger, surtout en première année. Et moi, je vous invite, je ne sais pas, c'est UPR, à digitaliser ces fondamentaux, parce qu'il y a de la matière, il y a énormément de matière. Donc, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les deux présentations. Et c'est des présentations qui sont tout à fait digitalisables, qu'on pourra mettre à la disposition des étudiants, parce qu'un étudiant, peut-être 2 ans, 3 ans après, il se rend compte qu'il a une faille, et cette faille, c'est à cause d'un fondamental qu'il ne maîtrise pas, et donc il aura la latitude et la possibilité de revenir, parce que c'est des choses qui vont rester sur une plateforme. Et on vient de faire le bilan de tous les cours digitalisés à l'université Mohamed V de Rabat, la faculté de médecine, il n'y en a pas. Alors, il y en a sur le site de l'université. Nous allons parler de ça, si vous voulez, professeur B, parce que nous avons envie de développer des MOOC. Et si vous regardez le site, alors le site de notre UPR, il y a un MOOC qui va être, il y a 3 propositions de MOOC, et il y avait une question directe. Alors pour ceux qui veulent des MOOC certifiés, comment faire sur le plan procédure administrative? Donc le contenu, nous l'avons. Nous avons fait une réunion avec l'équipe des sciences de l'éducation, avec leur équipe d'ingénierie. Alors, il y a un travail qui est en cours pour on va dire, faire les touches finales. Et la question pour ouvrir aux médecins généralistes, aux médecins de sport et aussi pour tous les professionnels de santé, kinésithérapeutes, infirmiers, tout ce qu'ils veulent. Alors, s'il y a besoin de faire un MOOC avec un certificat, est-ce qu'il y a possibilité et comment y procéder? Alors, il y a possibilité. Nous avons déjà des MOOC certifiants, même à l'international, à l'université Mohamed V, qui sont offerts par l'université Mohamed V. Et je vous dirais, vous soyez la bienvenue chez nous, chez moi, à mon bureau. On en discutera avec mon équipe. Parce qu'un MOOC, pour plus de visibilité, il faudrait que ça passe quand même par l'université pour un rayonnement, même pour
pour les personnes qui vont travailler dessus. Voilà. Donc, Merci infiniment. Merci chez beaucoup. nous. Alors, dans le MOOC, il y a des infirmiers, des étudiants, des médecins résidents et des professeurs. Donc, et même des patients avec leur accord. Et j'imagine pas que le Maroc, hein, même l'Afrique subsaharienne qui est très intéressée par tout ce qui se fait en médecine chez nous au Maroc. Donc, vous allez toucher un public très très large. Des Merci milliers, beaucoup. Inch'Allah, d'apprenants. Merci beaucoup, Oui. merci. Je vous en prie. Bien, donc merci aux orateurs et place à la photo.